Nature se dit en plusieurs sens, annonce d'emblée Aristote. C'est une première difficulté, car reconnaître en préalable à toute analyse la polysémie d'un mot, eh bien, c'est accepter l'exigence d'en maintenir une diversité de significations sans pour autant sacrifier l'unité d'un sens commun à tous les emplois particuliers du terme. Natura traduit donc tout d'abord et tout simplement en latin le grec physis. C'est très exactement la même image qui est convoquée. Funestai et nascor signifie en effet naître, croître. Nature se dit donc, dans un premier sens, de la génération de ceux qui croient, dit encore Aristote dans la métaphysique. C'est une poussée, un jaillissement, une éclosion, mais sans autre cause qu'elle-même, une spontanéité. D'où la remarque qui vient rapidement préciser, parmi les êtres, écrit encore Aristote, en effet, les uns sont par nature, les autres par d'autres causes. Et si l'on revient à l'idée de croissance, de génération, eh bien il faudra aussi lui attacher celle de mouvement, et encore celle d'origine et de naissance. Mais nature ne dit pas seulement cette poussée qui n'a d'autre cause qu'elle-même, elle désigne aussi ce qui en résulte. Exactement comme la création qui est à la fois action, l'action de créer, et résultat, ce qui advient une fois la création réalisée. C'est ainsi que l'on a pris l'habitude depuis Aristote de distinguer la nature naturante, l'action, ce jaillissement premier, de la nature naturée, le résultat, c'est-à-dire toutes les formes visibles, palpables, sensibles. C'est le monde extérieur sensible, c'est l'évidence, ce qui est évident, du latin videre, voir, ce qui se voit. Et pourtant, la nature d'une chose, c'est aussi ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire ce qui la fait être telle qu'elle est, c'est-à-dire ce principe de permanence, ce qui ne change pas, l'invariant. En un mot, on l'aura compris, nature renvoie à des réalités nombreuses et souvent contradictoires. Nature désigne, nous venons de le dire, autant un processus qu'un résultat. Elle se manifeste dans le changement, mais elle est aussi synonyme de permanence. Elle est à la fois mouvement et immobilité. Elle devient, en même temps qu'elle est. À bien des égards, elle est insaisissable. Les nombreuses représentations que donne d'ailleurs notre culture témoignent de cette incertitude. Paradisiaque pour les uns, elle semble aux autres infernale. Source de continuel émerveillement pour sa richesse et sa variété, certains la qualifieront néanmoins de sempiternelle radoteuse. C'est ce que fait Joris Karl Huysmans. Tout oppose également, par exemple, l'état de nature, tel que l'imagine Rousseau, à celui que brosse Hobbes dans Léviathan. Et on pourrait multiplier ainsi à l'envi toutes les contradictions. C'est qu'elle ne semble pas très contrariante, au fond, cette nature. Cette nature à qui on pourrait faire dire ce que l'on veut, que l'on peut représenter aveugle et implacable, mais aussi sage et finalisé. Cette nature à qui tous les philosophes ont fait dire, au fond, ce qu'ils voulaient, à quoi ils ont attribué toutes sortes de qualités, toutes sortes de valeurs. Alors, comment cela a-t-il été possible? Et si la nature n'était plus que l'écran sur lequel nous projetons nos désirs, y compris les plus contradictoires? Si elle avait disparu, au moment même où se réalise l'inadéquation de l'homme à son milieu, l'homme étant, par nature, inadapté à la nature, eh bien, il l'escamote. Serge Moscovici rappelle dans Essai sur l'histoire humaine de la nature que, paradoxalement, c'est Rousseau qui le premier a porté le deuil d'une nature qu'il définit avant tout comme une origine, mais une origine perdue, irréversiblement perdue, et que les hommes se plaisent désormais à imaginer. C'est d'ailleurs ce que constate au début du XXe siècle le très célèbre physicien allemand Heisenberg, lorsqu'il écrit dans L'image de la nature dans la physique contemporaine, je cite, « Nous vivons dans un monde si totalement transformé par l'homme que nous rencontrons partout des structures dont il est l'auteur, de sorte que l'homme ne rencontre plus que lui-même. » Ce qui revient à concéder évidemment que la nature est en fin de compte produite et découverte par et dans la pensée. Cette activité, eh bien, elle revient au premier chef à l'homme de science, celui qui va mobiliser sa raison. Mais, précise le philosophe allemand Husserl dans La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même, d'après ses propres plans.
Pierre-Gilles de Gennes, le physicien, va dans le même sens lorsqu'il ajoute « Les chercheurs de notre temps ne prétendent jamais construire une vérité ultime. Nous fabriquons seulement, avec beaucoup d'hésitation et de maladresse, une description approchée de la nature. » Eh bien, cette nature n'est-elle pas comparable à la fleur dont parle Mallarmé dans Crise de verre, l'absente de tout bouquet? C'est dire que nous ne cessons de nous la représenter à travers des théories, de véritables visions au sens propre. Ces visions dont parle Pierre-Gilles de Gennes, par exemple. Nous ne cessons de la poursuivre à travers les formes qu'elle revêt dans la culture pour finir, au fond, toujours plus ou moins par l'imaginer, par faire en quelque sorte de celle qui a disparu, au sens de Proust, eh bien un mythe, un véritable mythe.